Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Global Africa Télé Sud, lundi 26 janvier 2026. Vous vous doutez bien, on va encore parler de la CAN, parce qu'il y a encore des rebondissements. On va en parler avec les meilleurs consultants que j'ai pu réunir aujourd'hui sur Global Africa Télé Sud. Il nous vient du Maroc. Champion, Lucas, comment ça va? Ça va et toi? Ça s'est bien passé? C'était pluvieux, c'était un peu intense sur la fin, mais c'était une belle CAN quand même. Une belle CAN. Le champion d'Afrique, comment ça va? Juste à tes côtés. Faut applaudir. Comment ça va? On va applaudir le champion d'Afrique. Ça va Malik et toi? Ça va bien? Ouais, tranquille, toujours très content d'avoir gagné cette Coupe d'Afrique des Nations. J'ai regardé Mike 360, ton média, où vous avez accompli un énorme travail, hein, franchement. Bravo. Merci beaucoup. Vous étiez partout. Et bravo pour ça parce qu'on est dedans. On sait que c'est pas évident. Bien Hein? sûr. Merci beaucoup. Bravo à toute la team. Merci. Et puis on a un revenant avec nous, avec beaucoup de papier. On lui a demandé de synthétiser aujourd'hui. Comment ça va Stéphane 2? Ça va, ça va. Bien à la forme? Oui, content d'être de retour. Bon, j'espère que tu vas nous donner de bonnes infos. Oui, toujours. Beaucoup d'infos. Beaucoup d'enfants. Étayées. Étayé, synthétisé. Oh là là. Bon, lui, on n'a même pas envie de lui dire bonjour. Il nous a abandonné justement. En pleine cas, il nous abandonne. Jamais. Malik, tu sais que vous êtes ma deuxième famille. Le capitaine de l'émission, il nous abandonne comme ça. Le plus jeune capitaine de l'émission. Comment ça va, Alex? Ah, ça va très bien et toi? Bah, écoute, ça va, super bien. Non, mais j'étais pas là parce que je suis resté bloqué devant ma télé. Mais nous, Devant ma télé, je suis resté bloqué devant les 15 minutes de Sénégal-Maroc. t'as fui les haters des réseaux. Et c'est ça, On s'est fait allumer. Et toi, t'es pas là. j'ai fui Oh, parce tu te que caches. si je donne mon avis, je vais me faire allumer aussi. En tout cas, ça va bien, les amis. Je sens que vous êtes en forme malgré tout. On va encore une fois en parler de la CAN qui vient de se terminer, hein, il y a à peine un peu plus d'une semaine. On va commencer tout ça à travers le cash chrono. À tout seigneur, tout honneur, champion d'Afrique, on va commencer par toi. Un retour sur les joueurs sénégalais malades. Tu veux justement apporter quelques précisions. Tu es champion, mais tu n'es pas content encore, c'est ça? Ousmane. Non, je suis toujours content, on a gagné. Donc voilà. C'était pour voilà, une petite précision par rapport aux joueurs sénégalais malades. Il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties. Ça a parlé d'empoisonnement entre guillemets et tout, mais c'est juste moi, je vais juste donner les infos que j'ai, bien recoupées et tout. Déjà, il s'agit de 4 membres du staff sénégalais et joueurs compris. Il y avait Lamine Diatta, le team manager. Il y avait Lamine Diatta, l'ex-lyonnais, Rennais. Exactement, l'ex-défenseur du Stade Rennais, qui est le team manager de cette équipe nationale du Sénégal. Par contre, lui, bon, il n'a pas trop duré à l'hôpital. Il y avait Pape Matar Sarr qui s'est évanoui juste après son échauffement parce qu'on parlait de lui pour rentrer à la place de Lamine Camara durant la finale. Il y a Ousseynou Niang qui s'est évanoui pendant l'échauffement, mais voilà, les signaux ont été déjà aperçus juste à sa sortie pour aller s'échauffer. C'est le joueur qui s'était retrouvé autour de tous les remplaçants sénégalais qui l'ont sorti, si vous avez vu l'image. Il y a eu aussi Krépin Diatta qui a voilà, donné beaucoup de remous son cas parce que lui, il s'est évanoui à 4 reprises entre le jour de la finale le matin jusqu'à la soirée. Donc, il le disait même en taquinant qu'il a vu que 2 choses dans le match. C'était le penalty raté et le but de Pape Gueye. Il les a vus en vidéo. Il n'a pas encore eu le temps de regarder le match. Donc, pour revenir, les symptômes, c'était voilà, des étourdissements. Ils avaient mal partout. Il n'y avait pas quelque chose véritablement de palpable. Les analyses ont été faites à l'hôpital. Rien du tout. Rien n'a été retrouvé. Que ce soit au niveau de leur sang, au niveau, rien au niveau de leur corps. Les symptômes, c'était, voilà, il y avait vomissements et tout, et la langue qui pendait jusqu'à, voilà. Donc, et aujourd'hui, ils sont tous en club, hein, a priori, tout va bien. Ils sont en club, voilà, ils sont retrouvés. D'ailleurs, Crépin a pu fêter ce week-end son médaille, Sa médaille, ouais. sa médaille autant pour moi de champion d'Afrique. Merci à Ousmane. Hein. Justement, il y a aussi, hein, je voulais que tu fasses une parenthèse rapide là-dessus. Le président Fall de la Fédération sénégalaise de football a fait une sortie, je crois, ce week-end. Il en est quoi? Oui, c'était ce week-end. Il était à Diourbel.
dans son fief, parce qu'avant d'être président de la fédération, il était président de club et de la Ligue de Diourbel. Il a un petit peu été reçu avec les honneurs. Il a parlé un petit peu de ce qui s'est passé. Il a fait la genèse de tout ce qui s'est passé autour, l'hôtel, le centre d'entraînement qui leur a été octroyé et tout, en magnifiant le travail du président de la fédération marocaine de football, Fawzi Lesja, qui est véritablement son ami, parce que c'est la première visite officielle qu'il a fait quand il a été élu président de la fédération sénégalaise de football. C'est le premier à l'inviter. Donc il garde une très très bonne relation. Sa déclaration, c'était en Wolof, où il y a eu beaucoup de nuances quand même. Il a dit, voilà, certains pays africains ont peut-être peur de se confronter au Maroc parce que, voilà, c'est un petit peu le Maroc qui contrôle tout. Il a dit peut-être, voilà. Avec, on sait bien que Fawzi Lesja était le vice-président de la CAF. Il est aussi vice-président au niveau de la FIFA et tout. Donc peut-être certains pays n'ont pas osé se confronter au Maroc avec tout ce qui s'est passé durant la CAN. Seul le Sénégal a pu tenir tête d'après encore ses propos. Mais il n'y a pas eu d'animosité par rapport à sa déclaration. Merci pour ces précisions. Et puis, chers amis téléspectateurs, si vous avez des commentaires, on les souhaite, à condition qu'ils soient, on va dire, constructifs, qu'ils soient dans les règles de l'art. C'est ce qui nous fera avancer. Les injures, franchement, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'on essaie d'être le plus objectif possible avec les informations que nous avons en notre possession. CAN 2025, toujours, avec toi, Stéphane, on va parler de la zone presse qui était sous tension et puis aussi des répercussions. Oui, tout à fait, puisque durant la finale Maroc-Sénégal, on a tous observé des scènes particulièrement virevoltantes avec des journalistes qui se sont sévèrement empoignés dans la tribune durant les arrêts de jeu, puis en salle de presse, des journalistes marocains qui reprochaient à leurs homologues sénégalais un certain manque de respect, de faire preuve d'arrogance, en face à répliquer avec un arbitrage litigieux, supposé toujours en faveur des Marocains. Bref, une énorme pagaille qui envoie une mauvaise image d'une compétition qui ne souffrait pourtant d'aucun accroc sportif majeur jusqu'ici. Mais en France, une autre polémique a fait surface, puisqu'une journaliste française a défrayé la chronique ces derniers jours. Il s'agit de Vanessa Lemoigne, journaliste foot pour la chaîne beIN Sport. Pour reposer le contexte, très rapidement, quelques minutes après la remise du trophée au Lion de la Teranga, elle reçoit Edouard Mendy sur son plateau en bord terrain et commence son interview par la phrase suivante: en même temps, j'hésite à vous dire félicitations, mais je vais vous laisser commenter tout ce qui s'est passé sur la fin, c'est dramatique en fait. Puis elle enchaîne une seconde question sur un possible arrangement entre lui et Brahim Diaz sur le pénalty de la Gagne, stoppé par Mendy. Bref, cette interview a passablement agacé le gardien de but sur le moment et a suscité après coup la colère du peuple sénégalais. La suite prend alors de très grosses proportions. Vanessa Lemoigne subit une violente vague de cyberharcèlement sur ses réseaux sociaux. Certains supporters lui reprochent avec véhémence son interview, vue comme partiale et complètement raté, à base d'insultes sexistes et misogynes par centaines et autres menaces de viol envers elle et sa famille. Bref, pour elle, la coupe est pleine. Elle prend la décision d'abandonner la couverture du football pour beIN Sport d'ici la fin de la saison. Via son compte Instagram, elle publie le message suivant: que les supporters ne comprennent pas, c'est ok, mais mes amis, mes pairs, à l'affût de mon moindre fourchage de langue depuis des années, ils sont meilleurs visiblement. Sans aucun doute, je leur laisse la place. La Ligue 2 n'a pas besoin de moi, mais je finis ce que j'ai commencé. Après, je fais autre chose. Merci le foot pour les rencontres, pour les beaux moments, mais next, fin de saison, j'arrête et maintenant je me sens libéré. Cette décision semble être mûrement réfléchie, puisque Vanessa Lemoigne se dit profondément écœurée par le milieu du football, mais aussi par le manque de soutien en interne. Dans notre milieu, il faut le dire, nous sommes entre nous, lorsqu'une erreur est commise, une erreur quelconque, c'est systématiquement insulte sur les réseaux. Rien que là, c'est un problème. Mais quand ça vise une journaliste, qui plus est une femme, et que la hiérarchie du média concerné se fait petit, alors aux insultes, déjà violentes, se mêle une usure et un dégoût marqué du métier. Comme quand on se fait agresser à 10 contre 1 et que le seul témoin de l'agression vous dit en fait, vous l'avez un peu cherché. C'est cette différence de traitement qui est pointée du doigt par l'association Femmes Journalistes de Sport, qui apporte son plein soutien envers notre consoeur à travers un communiqué. Je cite: le départ de Vanessa Lemoigne n'est pas un simple choix de carrière et ne découle pas d'un seul événement, c'est le reflet d'une réalité devenue insupportable. Insultes, remarques sur notre physique, remise en cause permanente de notre légitimité, le cyberharcèlement et le sexisme ordinaire également présents dans de nombreuses rédactions ne sont pas le prix à payer pour faire notre métier. Nous ne nous tairons plus, nous partirons plus en silence. Il est temps que le monde du sport et ses instances sur les plateformes prennent leurs responsabilités. Pour rappel, d'après FJS, seuls 15% des femmes journalistes de sport dans les rédactions françaises sont présentes. Dans le cas présent, je tempère quand même, rater une interview quand on est journaliste, c'est malheureux. Ça arrive,
c'est qui n'a jamais fait d'erreur dans son travail, qui n'a jamais été frustré parmi nous parce qu'on a pensé, après avoir éteint la caméra, qu'il y avait une meilleure question à poser, une meilleure intervention à faire en plateau. Moi le premier, hein, je vous le dis tout de suite. Du côté des femmes, le travail est encore conséquent pour les accepter et les intégrer dans le milieu du journalisme sportif. Le syndrome de l'imposteur prend alors le dessus et bride leur carrière alors qu'elles sont pourtant douées à poste égal. Pour revenir à cette polémique, faire amende honorable, un mea culpa aurait été plus judicieux que de tenter à se justifier pendant plusieurs jours, notamment en postant l'extrait complet, qui n'a calmé personne. Mais dans tous les cas, je le répète et je mentionne à tous nos téléspectateurs, rien ne justifie ce genre d'agissement, surtout quand ça se fait en toute impunité derrière son écran et avec un pseudonyme. Elle a beau avoir très maladroitement exprimé ses émotions sur ce traditionnel historique, lors de cette finale, Vanessa Lemoine n'en reste pas moins une journaliste respectable, compétente, présente depuis des années à l'antenne. Elle suscite aussi l'inspiration envers nos sœurs, nos nièces, qui veulent travailler comme elle à la télé, jouer au football, voire les deux. Si un tel modèle abandonne sur fond de haine généralisée, c'est une idée de représentation qui disparaît. Et à mon sens, c'est ce qu'il y a de plus regrettable au-delà de cette interview. Merci Stéphane, je pense qu'on n'a pas grand-chose à rajouter. Cameroun, mon champion, tu viens du Maroc, mais tu veux nous parler du Cameroun, Oui, mon cher Lucas. Parce qu'on a des nouvelles de la sangsue la plus connue d'Afrique. J'ai nommé Marc Brice, qui même s'il n'est plus en poste, continue à percevoir des indemnités. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a été remplacé il y a quelques semaines par David Pagou, qui a mené l'équipe camerounaise en quart de finale de la CAN. Sauf qu'il y a eu des sources au sein de la fédération camerounaise et qui ont été confirmées par le ministère des Sports, qui nous disent qu'en fait, ce n'est pas David Pagou qui a été rémunéré pour son travail, mais bien Marc Brice, qui continue de percevoir cette indemnité. En l'occurrence, on parle de 20 millions de francs CFA. Ce qui explique cela, c'est tout simplement la guerre encore qui oppose la FECAFOOT, donc la Fédération camerounaise de football, au ministère des Sports. Et en fait, comme c'est le ministère des Sports qui homologue les contrats, et tout simplement, Marc Brice a vu son contrat ne pas être rompu, tandis que David Pagou, lui, son contrat n'a pas été homologué, donc il n'est même pas officiellement, selon sa fédération, le sélectionneur du Cameroun, alors que c'est lui qui mène son équipe depuis maintenant plusieurs mois. Donc selon le ministère ou selon la fédération? Selon le ministère. C'est eux qui homologuent les contrats. Et donc, comme ils n'ont pas homologué le contrat de David Pagou, mais qu'ils ont continué à rémunérer Marc Brice, qui est sous contrat jusqu'à la fin de l'année 2026, on arrive à des situations ubuesques comme cela. Et c'est un peu dommage parce que là, quand même, avant la défaite contre le Maroc, on sentait que le Cameroun était vraiment sur une bonne dynamique, avec une équipe qui se reconstruit, qui est un peu fraîche, qui est débarrassée des soucis internes. Et on voit malheureusement que dès que la compétition se termine, les luttes de pouvoir reprennent, et c'est assez regrettable pour le Cameroun, et on se demande quand ça va finir et s'ils arriveront à laisser ça derrière eux. Bon, je pense que ça va s'arranger quand même, non? Oui, je pense que ça va s'arranger, mais je pense que ce serait intéressant de faire une grosse vue d'ensemble sur tout ce qui se passe dans les fédérations africaines. Et ce que tu dis, ça me fait penser à, par exemple, le communiqué qu'a fait le ministère du Gabon, bien sûr. Et pour moi, c'est étroitement lié, et toutes ces autres affaires, c'est étroitement lié. Et je pense qu'à un moment donné, ce serait intéressant d'en faire un sujet. Là, tu gardes la parole, justement, parce que tu as un sujet et tu as envie de parler de Mo Salah. Oui, là, je vais donner mon opinion à moi, c'est-à-dire que voilà, Mohamed Salah, grande légende qu'on lui connaît, légende africaine, oui ou non, ça... c'est l'éternel débat, j'ai envie de dire. Il s'est fait encore prendre la canne sous son nez par son ancien coéquipier sénégalais Sadio Mané. Et en fait, je voulais donner mon avis par rapport à sa suite de carrière, Mohamed Salah, parce qu'on sait, avant la canne, il y avait eu une grosse embrouille avec son club de Liverpool. Il s'est dit, il menaçait de partir, tout simplement. Et en fait, moi, à titre personnel, je pensais qu'il allait partir là cet hiver, après la CAN. Mais force est de constater donc qu'il est parti pour rester jusqu'à cet été. Et du coup, je me posais la question de c'est quoi la suite pour Mohamed Salah en sélection déjà nationale et en club. Donc, à titre personnel, en sélection nationale, moi, si j'étais lui, j'arrêterais. J'arrêterais parce que je pense que pour une potentielle Coupe du Monde, il n'ira pas la chercher quoi qu'il arrive. Et pour une CAN, malheureusement, même si la CAN c'est tous les 2 ans, je pense que ça va être relativement compliqué. Donc en plus, il se fait énormément critiquer, Mohamed Salah, en Égypte. Donc je pense que j'arrêterais si j'étais lui. Et en club, pareil, je ne retenterai pas ni un prolongement de contrat, ni une aventure dans une autre grande équipe européenne. Si j'étais lui, j'irais en Arabie Saoudite. Donc tout ça pour dire que c'est une fin de carrière, on va dire, en demi-teinte pour Mohamed Salah, même si c'est un énorme joueur et une énorme légende. Mais je pense pour moi qu'il faut dire stop à un moment, sinon il va se transformer en vache sacrée, comme on dit en Espagne, et il ne faut pas.
Réaction? Alors, moi, j'avais quand même une question, puisque si tu abordes la fin de carrière de Mo Salah, la fin de carrière internationale. Il a dit s'il était à la place de Mo. S'il Sauf, est- sauf voilà. que, J'ai sauf que donné tout le mon monde sait opinion. qu'Alex n'est pas Mo Salah. Oui, Oui, c'est bon. Non, c'est pour ça que j'ai donné mon opinion. C'est seulement. ah, oui, c'est seulement. Non, plus sérieusement, j'avais une question. Partons du principe que Mohamed Salah arrête sa carrière internationale. Qui l'Égypte doit mettre en leader potentiel de la sélection égyptienne? Par défaut, j'ai envie de te dire Marmouche. Même s'il y avait, comme on disait avec Lucas, le leader technique, c'est Achour, parce qu'il a fait quand même une très bonne compétition. Mais là, si tu parles vraiment sportivement, bah, la logique dirait que c'est Marmouche, parce que, tu vois, Mohamed Salah, c'était une icône et un idole auprès des jeunes, parce qu'il a réussi dans un très grand club européen. Et à comparatif, celui qui est parti pour faire la même chose, bah, c'est Omar Marmouche, parce qu'il est aujourd'hui à Manchester City. Même s'il fait des performances une fois sur deux, il ne joue pas tout le temps, etc., bah, ça reste quand même un joueur qui est dans un des top grands clubs européens. Donc je pense que la logique voudrait que ce soit Omar Marmouche. Mais Alex, dans cette équipe d'Égypte, tu vois très bien s'il y a un but à marquer pour gagner un match 1-0, c'est Mohamed Salah qui le marque. Donc sportivement, il a encore son poids. Alors, si tu parles... Rapidement, les amis. Oui, très rapidement, si tu parles de décisif, oui, Mohamed Salah, bah forcément, il va toujours marquer des buts et il marquera toujours des buts. C'est comme les grands joueurs, Cristiano Ronaldo, etc. Ils marqueront toujours des buts. Mais en termes d'apport dans son jeu, moi, je trouve que Mohamed Salah, en tout cas de mon point de vue, il a été insuffisant dans cette CAN. Et on le voit également à Liverpool, c'est insuffisant en ce moment. C'est pour ça que je pense que pour préparer le futur le plus vite possible, ce serait bien de commencer à construire une équipe sans lui, ou l'écarter petit à petit, et construire une équipe. Mais encore faut-il qu'il y ait des talents qui émergent aussi. Hein. C'est pas Oui. facile de Salah, trouver quand même, il est pas des tout joueurs jeune. du niveau de Mo Salah. Il hein. n'est pas tout jeune, Ça, Mohamed ça Salah. se saurait, sinon je crois qu'il a quoi, 33 ans 34 ans. 34 ans ouais. déjà. De toute façon, il restera jusqu'à la Coupe du Monde. Il n'y a aucun monde dans lequel il ne finit pas après la Coupe du Monde. On verra sa On verra décision, ça. mais je pense qu'il va au moins pousser jusque-là. Merci les amis. Hein. On va rentrer justement dans le journal d'Afrofoot à travers la chronique Foot Panorama. Foot Panorama, hein, chers amis, hein, on va commenter ensemble l'actualité foot et vous dire que dans quelques instants, on va se poser la question dans le foot à plat. Après la CAN 2025, que faut-il changer de toute urgence? Et également un deuxième débat, la CAN tous les 4 ans. Est-ce un progrès ou un recul justement pour le football africain? Ça arrive dans quelques instants. Pour l'heure, on s'arrête sur Foot Panorama. Les amis, en CAN 2025, donc la CAF a dévoilé son équipe type. Gardien de but, le gardien marocain, donc Bonou. Défenseur Mazraoui, l'excellent. Calvin Bassé, excellent. Niakate, donc de l'Olympique Lyonnais, on profite pour faire un coucou à notre ami Léo. Hakimi, donc en tant que défenseur. Donc les milieux de terrain, Idrissa Gueye, Pape Gueye et Ademola Lookman. En attaque, Sadio Mané, Osimhen et Diaz. Est-ce que cela vous semble cohérent? Il y a des noms que vous, à votre niveau, vous souhaitez rajouter ou enlever. Rapidement, on fait un tour avec toi, Lucas. Moi, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Hakimi n'a pas sa place. Que ce soit Crépin Diatta ou Bright, l'arrière droit du Nigeria, ils ont tous les deux été et plus réguliers et plus performants que Hakimi qui est arrivé, qui revenait de blessure, qui n'a fait que la fin de la compétition. À part son nom, je ne vois pas ce que fait Hakimi dans cette équipe. Et Lookman aussi, bon, ça fait une équipe un peu trop offensive. Je pense que El Ainaoui aussi a fait une très très belle compétition. Et je ne comprends pas qu'il soit absent de cette équipe type. Je pense que Lucas, il a résumé tout ce que tout le monde voulait dire. Hein. Oui. Ah ouais? Bah, bien sûr. T'as pris pour tout Mais moi, je suis l'homme le Parce plus que moi, heureux. j'allais mettre Crépin Diatta aussi à la place d'Hakimi. Je suis sûr que Stéphane, il voulait mettre. Peut-être parce qu'il n'a pas aussi. joué la finale aussi, Crépin, peut-être pour ça. Ouais, peut-être, mais on récompense un joueur durant toute sa compétition, pas sur un seul match. Donc on est tous unanimes. On hein. est clairement tous Oui, d'accord, on c'est est- juste son nom. D'accord. Walid Regragui, désigné meilleur entraîneur de la CAN 2025 Alors, ça part. pour son parcours solide et sa maîtrise tactique. Après, Est-ce que vous êtes pour? Ça, c'est la blague de cette canne. Oui, alors clairement. Là, je vais être plus mesuré, dans Mais le pourquoi sens tu dis ça? où il y a eu quand même une montée en puissance du Maroc. Du Maroc. Je parle balle au pied. Parce que leur premier match, comparé au surtout le match de Nigeria qui a été un aboutissement, même si le Nigeria a fait un non-match, je pense que le Maroc a aussi très bien fermé les espaces. Donc le Maroc a réussi à faire déjouer le Nigeria en fait. Ouais, grâce à la tactique il y a deux de visions. Regragui, c'est Il y a- ce que tu tentes de dire. Il y a deux visions et tu sais quoi, je vais être pour le foot et j'ai envie de dire oui.
parce que en vrai, je trouve que tactiquement parlant, Walid Regragui, en vrai, on ne peut pas lui enlever grand-chose. Même si au début de la compétition, les 3 premiers matchs, donc les 3 premiers matchs de poule, c'était assez, c'était pas très beau à voir. Hein, et c'était vraiment, il y avait très peu de fond de jeu du côté du Maroc. Je trouve qu'ils sont vraiment montés en puissance et ça a été sublimé par Brahim Diaz et l'individualité qu'il était. Mais donc, c'est pas non plus un scandale en vrai, tu vois. Mais Ousmane, toi qui dis que c'est une blague, t'aurais vu qui à la place? À ton avis? Non, Non, mais tu vas me dire Papio. bien Mais sûr. j'imagine que si Papio l'a pas eu, c'est en lien Ce aussi qui s'est avec, passé, avec les incidents exactement. qui se sont déroulés, non? Ouais, Oui. mais moi, la phrase avec laquelle c'est accompagné en disant Pour son parcours solide et sa maîtrise tactique. sa maîtrise tactique. Mais la finale, il est mangé par Pape Thiaw. Je suis pas d'accord. Bah, bien sûr. Il est mangé, il n'y a pas 3-0 non Non, plus. Non, Première mais mi-temps, je- non. Il y a des actions pour le Maroc. Ouais. Ça peut, ils peuvent les Il y a- tuer avant. Mais Le Sénégal sont déjà, très les importants meilleures quand actions et tout ce qui était plus impactant, comme l'a dit Lucas, c'était pour le Sénégal. Et aussi, on a vu ce changement tactique qui a désarçonné. Non, mais ça, à la limite, moi je suis d'accord avec toi. Mais je pense que s'il n'y a pas les incidents, Papio est le meilleur entraîneur de cette CAN. Ou même Eric Schell. Moi, je mettrais Eric Schell C'était devant, Eric Schell que Eric- j'avais en tête. Eric Schell aussi. C'était Eric Schell que j'avais en devant, tête. devant Toi, les gars, Regragui. tu verrais qui? Moi, je pense que c'est pas immérité pour Regragui. Parce qu'il faut Voilà. voir la pression qu'il avait au Maroc en plus. C'est vrai. Le fait qu'on lui dise que tout autre résultat que la victoire était absolument impensable. échec, ouais. Exactement. Donc, moi, je trouve que vu le contexte et ce qui s'est passé avec Saïs qui se blesse dès le premier match, donc avec une défense centrale qui est amputée, je trouve que Regragui a plutôt bien tenu. Et d'ailleurs, j'espère qu'il y restera parce que je pense que ce serait une grosse erreur de s'en séparer de la part de la fédération marocaine. On va en parler dans les semaines à venir. En Cannes 2027, les amis, hein, on commence déjà les qualifications. Donc la 36e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la Cannes 2027, organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Ce sera donc du 19 juin au 18 juillet. Hein, mon cher Stéphane, tu peux commencer déjà à mettre tes sous de côté. Ouais. 48 nations donc prendront part aux qualifications, dont notamment le champion en titre, le Sénégal. En plus de ces 42 sélections qualifiées directement pour la phase de groupe, 12 autres sélections vont se disputer les 6 autres tickets lors du tour préliminaire. Ce sont des nations en fait qui sont au classement FIFA, on va dire pas forcément très bien classées. Donc c'est le Lesotho, le Burundi, l'Éthiopie, l'Eswatini, le Soudan du Sud, Maurice, Tchad, Sao Tomé et Principe, Djibouti, Somalie, Seychelles et l'Érythrée. Donc ces 12 équipes vont jouer un mini-championnat et ensuite on sortira les 6 premiers qui vont se rajouter donc aux 42 sélections déjà qualifiées. Et ensuite, on aura un tournoi de 48 pour ressortir les 24 qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, donc en 2027. Classement FIFA post-CAN 2025. Le Maroc reste toujours en tête à l'issue donc de cette CAN. L'instance mondiale du football a dévoilé le classement FIFA de janvier avec les 10 meilleures sélections africaines. Maroc, donc, j'ai dit en tête. Deuxième, Le Sénégal. Sénégal. Troisième. Côte d'Ivoire. Nigeria. Algérie. Eh, mais toi, lui, il voit la Côte d'Ivoire partout. Bah, ils ont gagné Nigeria. ils ont gagné la CAN précédente. C'est pas ce qu'on a vu. Nigeria, Côte d'Ivoire est bien ensuite descendue. l'Algérie, Oui. l'Égypte, et ensuite vient la Côte d'Ivoire. C'est honteux. Non, mais il faudrait m'expliquer comment se calculer, j'ai toujours pas compris. La Côte d'Ivoire, ensuite, donc j'ai dit le Cameroun, la Tunisie, la RDC et le Mali finit en 10e position. Ce sont les 10 Ça, par meilleures contre, sélections la Tunisie qui est africaines. devant, qui est devant la RDC, ouais, La j'ai un peu plus de mal. devant la RDC. Ils ont fait des très beaux éliminatoires pour la Coupe du Monde. Exactement. C'est vrai. Même pour la Coupe d'Afrique Oui, aussi. c'est vrai. Mhm. Invaincu. Après, quand tu regardes le nombre de points, ça se tient à très peu, selon c'est ça certaines aussi. sélections. Là encore, tu n'es pas d'accord. Et non, c'est que Malik. en fait, je sais pas comment c'est calculé en fait. Voilà. Oui. Moi, je voudrais vraiment mettre l'accent sur le fait que le Maroc se retrouve 8e mondial et le Sénégal 12e mondial. Oui. Ça aussi, il faut bien prendre ça en compte. Ça montre aussi voilà, la progression du football africain. Voilà, effectivement, dans l'infographie, Voilà. c'était bien signifié. En Tunisie, tu parlais de la Tunisie, Sabri Lamouchi lance officiellement son mandat à 5 mois de la Coupe du Monde 2026. On le sait bien, Sabri Lamouchi qui a remplacé donc, Sami Trabelsi donc, à la tête de la sélection tunisienne. Bien que Sami Trabelsi ait qualifié la Tunisie, il s'est fait débarquer pour insuffisance de résultats donc, lors de cette CAN. Ainsi donc, Sabri Lamouchi arrive avec quelqu'un qu'on connaît très bien. C'est notre ami Wabi Kazri qui arrive donc pour épauler Sabri Lamouchi. Comment vous voyez ça? Bonne C'est une bonne pioche. chose. C'est une bonne chose parce que moi je parlais avec un ami à moi d'origine tunisienne et il me disait que bon lui il est persuadé de s'être fait voler contre le Mali. Mais au-delà de ça, il me disait que le fond de jeu il était absolument horrible et que même les choix des hommes étaient mauvais.
Donc après Sabri Lamouchi, à voir, c'est un nom qu'on connaît bien en France et tout. Mais on va voir, moi ça me choque pas. Et Wabi Kazri, moi je trouve ça toujours bien d'avoir une expérience en termes d'adjoint, une expérience d'un gars qui a joué des grandes compétitions, etc. Je pense que ça peut être pas mal. Algérie, Petkovic, prolongé, on va dire, mais en coulisses. Il est soutenu, par le président Tebboune, il est soutenu par la Fédération algérienne de football. Donc je pense qu'il est parti justement pour non seulement faire la Coupe du Monde au moins, même peut-être même bien au-delà. Si toutefois l'Algérie se comporte assez bien lors de la Coupe du Monde, je pense qu'il est parti pour un bail relativement long. La CAN féminine Maroc 2026, les amis, se déroulera bientôt. Du 17 mars au 3 avril, les Nigérianes championnes en titre vont remettre donc leur couronne en jeu. Ça se passe au Maroc. Et tenez-vous bien, dans la poule du Maroc, la poule A, il y a le Maroc, il y a l'Algérie, il y a le Sénégal. Ça promet. Ça vous inspire quoi, mon cher Stéphane? Ça promet. Maroc, Algérie, Sénégal, dans tous les cas, on aura des matchs de dingue. Et des supporters qui vont s'affronter dans tous les sens sur les réseaux, ça va être beau à voir. Mais la pression va quand même tomber. Elle va retomber, ça ne sera pas comme... Ah bah oui, ça... Mais juste pour le match-up, franchement, moi, perso, ça me met le sourire parce qu'on sait à quel point les supporters de ces 3 sélections sont passionnés pour suivre leur sélection. Et je me dis, honnêtement, avoir un remake Maroc-Sénégal, même si, évidemment, l'attention sera retombée, je me dis, forcément, ça va parler, ça va s'affronter sur les réseaux. Donc, ouais, pour le coup, ça peut être pas mal. Ouais. Victor Osimhen, les amis, 50 buts avec Galatasaray. 59 matchs, 50 buts. Exceptionnel. Je m'arrête là. Ah oui, exceptionnel. Non, mais il est monstrueux. Mais moi, ça m'énerve de le voir justement À Galatasaray. Il mérite tellement Moi, plus. honnêtement, je vais te dire, Malik, franchement, vu du stade, c'est, je pense, top 3 des joueurs qui m'a le plus impressionné. C'était à Nigeria-Cameroun en 2023 à la CAN. Il a Franchement, un pressing de malade. Non, mais un pressing. En plus, il garde les ballons, il saute haut, il les récupère du torse, il couvre. Et il saoule, enfin, pardonne-moi du terme, mais il fait chier vraiment les défenseurs. Et vraiment, ça doit être vraiment dur de le prendre au marquage. Et moi, il m'a vraiment impressionné. C'est pour ça que de le voir à Galatasaray, c'est un énorme exploit. Hein. Mais c'est un peu décevant. Quoi. Il passe devant Mauro Icardi et devant Bafé Gomis, Oui, c'est quand même pas mal. comme buteur au niveau de Mais Galatasaray. je voulais ajouter ce qu'a dit Alexandre. J'ai vu son but du coup contre l'Algérie en quart de finale de la CAN. Quand il se lève dans les airs et qu'il fait la tête, t'as l'impression qu'il reste 1 heure en l'air. Vu du stade, c'est très très comme la tête de Cristiano Ronaldo. Par contre, son comportement, on va pas revenir là-dessus, mais son comportement avec vis-à-vis de Lookman, c'est un etc. peu- Mais après, c'est vraiment le leader. Enfin, je veux dire, quand. Ça arrive aussi. Ça arrive aussi, mais des scènes qui tu arrivent. sens que c'est vraiment un capitaine investi. Parce que même quand il y a un joueur qui est à terre, c'est lui qui va le voir. Des fois, même quand son gardien a eu un problème avec les joueurs algériens, c'est lui qui revenait du milieu de terrain pour être le seul à prendre le soin de son gardien, le relever, les remotiver et tout. Donc c'est vraiment un capitaine qui prend les choses très à cœur. Il n'est pas capitaine, hein, c'est une C'est un capitaine. Mais c'est l'aura qu'il exactement, dégage, quoi. exactement. L'aura, ouais. Pour moi, c'est vraiment le capitaine de cœur, c'est vraiment le Leader joueur, naturel. exactement, leader naturel. Et donc, je comprends qu'il est parfois un peu dépassé à son rôle, mais vraiment, on le sent très investi. Et c'est un plaisir de le voir sur le terrain au Nigeria, Osimhen. Merci les amis. Est-ce que vous êtes prêts maintenant pour les débats qui arrivent, hein? Oula, Toujours. Vous avez Toujours. beaucoup travaillé les amis, hein? On est prêt. C'est bon, hein? Foot à plat. Le foot à plat, le grand débat, les amis, après la CAN 2025, que faut-il changer d'urgence? Après la CAN, donc, une question s'impose. Est-ce que le football africain a-t-il grandi plus vite que sa gouvernance? Entre polémiques arbitrales, tensions autour de la finale, décisions controversées de la CAF et enjeux de sécurité et d'image, cette édition a révélé des failles, quelques failles en tout cas, au-delà du terrain. Que faut-il changer d'urgence pour protéger la crédibilité, l'unité et l'avenir donc du football africain, pêle-mêle les amis? J'ai envie que de façon, on va dire, à bâton rompu comme ça, on puisse échanger sur les choses qu'on pourrait améliorer pour que la Coupe d'Afrique des Nations se porte de mieux en mieux. Parce que, mine de rien, le Maroc a mis la CAN à travers cette édition à un certain standing. Aujourd'hui, c'est vrai qu'après, il s'est passé ce qui s'est passé lors de la finale. Mais aujourd'hui, comment faire justement pour que cette CAN se maintienne à ce niveau de compétition et qu'au niveau administratif, si j'ose dire, il y ait un mieux au niveau de la CAF, notamment à travers les décisions, à travers son organisation, tout ça. Parce qu'il y a une chose qu'il faut qu'on fasse, un distinguo qu'il faut qu'on fasse. Il y a le Maroc et il y a la CAF. Parce que j'ai l'impression que souvent les gens, ils confondent tout.
le Maroc n'est pas là pour organiser toutes les CAN. Le Maroc a organisé celle-là. Après, il y a la Confédération africaine de football qui organise la compétition avec les moyens qu'elle a, avec son président Motsepe. À votre avis, les amis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour donner encore plus de relief à cette Coupe d'Afrique des Nations, quand bien même, on sait, au niveau des entrées d'argent, on a connu un record. Cette CAN-là cumule les 3 dernières CAN en termes d'entrée d'argent. Donc c'est pour vous dire que ça a été véritablement colossal. Malgré tout, on a connu pas mal d'insatisfaction. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'arbitrage, ce type de choses, mon cher Stéphane? Déjà, moi j'ai une question quand même à poser vis-à-vis de la prochaine CAN qui aura lieu, la CAN édition 2027. Comment se fait-il qu'il y ait autant d'équipes qui participent? Est-ce que ça ne va pas mettre en péril la compétitivité? Tu parles des éliminatoires? Oui, parce que là, ça fait quand même 42 équipes plus 6 autres qui seraient qualifiées via un mini-championnat annexe. Pour en sortir 24, la moitié. Ouais, mais 24 équipes. Moi, je trouve ça quand même énorme avec le recul de voir une phase de qualification aussi vaste, aussi difficile. Est-ce que ça ne va pas justement aller à l'encontre de ce sentiment, de ce niveau de compétitivité que la CAN veut rechercher année après année? Je vais quand même prendre un parallèle avec un autre sport, le tennis. Quand vous regardez la manière dont les tournois se disputent, vous avez les grands chelems qui se disputent sur 15 jours. Allez, 3 semaines avec les qualifications. Puis vous avez les Masters 1000 qui normalement sont censés se disputer sur 8 jours. Et ainsi de suite, ATP 500, ATP 250 pour le circuit masculin. Depuis quelques temps, on assistait à des compétitions qui se disputent sur 12 jours et encore plus de joueurs qui débutent au tableau final. C'est-à-dire qu'on n'est quasiment pas loin d'avoir un grand chelem en plus d'un Masters 1000. Ce qui fait que, voilà, beaucoup de compétiteurs, beaucoup de matchs. Au final, on s'y perd et on perd en intérêt. Du coup, moi, je voulais quand même poser la question, est-ce que c'est pas un effet, est-ce que ça pas un... Non, pour toi, il faut réduire le nombre oui, justement. Il faut arrêter en fait de participants. Toi, tu... J'abonde dans ce sens parce que moi, je trouve que les compétitions avec les meilleurs troisièmes qui sont qualifiés sont profondément injustes. Je trouve que ça fait perdre du sens, que ça fait perdre de la compétitivité et de l'intérêt. Les matchs sont moins disputés, il y a du coup plus d'équipes qualifiées, donc plus de matchs qui sont moins intéressants. Et effectivement, je trouve que c'est une des choses à changer. Revenir à une compétition à 16, c'est ce qui me semble être le plus sain, mais on sait que c'est clairement pas le chemin qu'on prend. Donc pour toi, dans les axes d'amélioration, pour toi, c'est réduire les équipes. Ça peut être une solution, histoire de garder ce niveau de compétitivité qu'on a observé lors des dernières éditions. Je pense la même chose aussi. Pour moi, ça devrait être 16 les compétitions continentales, quelles qu'elles soient, et 30 de la Coupe du Monde. On sait que c'est plus du tout comme ça, mais moi, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour le football, en tout cas pour le spectacle. Ousmane, il y en a un qu'on n'a pas entendu. Quels sont tes axes d'amélioration, Ousmane? Je pense que Alex va aborder. Alex avant toi? Non, je sais pas, mais pour moi, non, parce qu'en fait. La différence, juste sur Stéphane, je rebondis sur ce qu'il a dit, la différence entre l'Afrique et d'autres continents, par exemple l'Amérique du Sud, c'est qu'en Afrique, il y a beaucoup de pays. Il y en a 52. 54, pardon, excusez-moi. Il y en a 54, donc c'est beaucoup. Donc, tu fais donc tous les pays sont autorisés à participer aux qualifications, t'en sors 24 sur 54, t'en sautes 30, pour moi c'est pas le scandale du siècle. Et d'autant plus que c'est pas une si mauvaise chose que ça. Là en ce moment le football africain il est en plein essor, en plein développement. C'est pas comme si ça permet aussi aux autres équipes qui participent, aux pays un peu moins bons qui participent, de pouvoir se développer à travers les compétitions. Moi, c'est pas ça le scandale. Est-ce qu'il a vraiment lieu Et pour apporter un peu de l'eau à ton moulin, il y a 2 ans, c'est un meilleur troisième qui finit champion. Oui, exactement. Comme le Rosé avec le Portugal, mais moi je trouve que c'est pas normal. Tout à fait. Et ça, c'est pas normal. Ça donne de l'eau à tout le monde, mais pour moi, la Côte d'Ivoire, ça aurait été magnifique qu'ils sortent aussi. Le 4-0 qu'ils prennent en poule, dehors, et puis c'est tout en fait. Pas de meilleur troisième, fin. Ça a détruit la compétitivité pour moi. Non, je suis pas d'accord. C'était marrant de le voir, j'ai adoré la CAN en Côte d'Ivoire, c'était magnifique, c'était formidable à suivre. Mais pour moi, ça aurait dû se terminer après le premier tour. Moi, par rapport au fait qu'il y a les meilleurs troisièmes qui sortent des poules, qui ont la possibilité de sortir, pour moi, ça rapporte beaucoup plus de compétitivité dans la poule. Parce que quand il y a 2 équipes qui sortent, quand tu perds tes 2 premiers matchs, le 3e match, tu vas mettre l'équipe B. Alors que là, jusqu'à la dernière journée, tu es encore capable de te qualifier. Par exemple, on a vu la Tanzanie, elle s'est qualifiée avec 2 points.
Donc, Déjà, rien que ça, pour moi, c'est un scandale. pour moi, On se qualifié avec 2 points. Non, T'as pas gagné le un match, t'es Portugal a qualifié. remporté l'Euro en se qualifiant avec 3 points. Oui, bah c'est scandaleux aussi. Et c'est ce qu'on dit. Non, c'est pas scandaleux, C'est là, scandaleux. c'est abusé. Non, mais Tu gagnes pas ça un match, montre tu qu'il y a de la qualifies. Tu ne compétitivité. gagnes pas de match. il y a un truc aussi, c'est que si tant est que le meilleur troisième, ou en tout cas un des meilleurs troisièmes, arrive jusqu'à gagner la Coupe, ça en dit long aussi sur les sélections qui s'étaient qualifiées dès les premiers matchs. Ça veut dire qu'avant, on n'avait pas le Ça droit, pose question on n'avait pas quand le droit à même. l'erreur avant sur une compétition. Justement, les qualifications, ça sert à ça. Ça sert à écrémer. Maintenant, les qualifications ne servent plus à rien. Ça fait un premier écrémage. 16 sur 54. Et alors C'est C'est les rien. meilleures équipes. Donc, T'as une on super parle des compétition. meilleures équipes, T'as hein. une super compétition. Autant moi, Faut je le suis pour mériter. la Coupe du Ça veut Monde à dire que 48 c'est équipes, moins- c'est n'importe quoi. Mais Ah non, c'est la là, même chose. Là-dessus, vous ne 16, serez pas c'est forcément trop. d'accord, mais dans l'idée, en tout cas, vous aimeriez qu'on on réfléchisse à nouveau sur le nombre de pays qualifiés pour les phases finales de la CAN. Maintenant, est-ce que vous avez d'autres axes Oui. au niveau, par Oui, exemple, je ne sais pas moi, de l'arbitrage, parce que Justement. c'est un sujet qui a fait beaucoup parler lors de cette dernière CAN, Alex? Bah, pour faire évoluer le débat, pour moi, il y a un grand point, c'est l'arbitrage. L'arbitrage, il a été catastrophique. On peut sortir toutes les théories du complot qu'on veut, avantage pour le Maroc, pas avantage pour le Maroc, etc. Pour moi, de A à Z, l'arbitrage, il a été catastrophique. Et pour moi, je ne pense pas que ce soit un problème de compétence pure et dure des arbitres africains, parce qu'on peut en sortir 2 ou 3 en plus qui sont souvent en Coupe du Monde. Hein. Il y a des têtes qu'on a déjà vues qui sont en Coupe du Monde. Je ne pense pas que ce soit des mauvais arbitres. Je pense juste que les consignes qu'on leur donne, elles sont mauvaises. Et l'arbitre, lui, va respecter tout le temps les consignes qu'on donne. Et je pense juste qu'elles sont mauvaises. Déjà, l'utilisation de la VAR, elle a été très mauvaise aussi. Et pour moi, ça, c'est vraiment le grand point d'amélioration. Je pense que c'est l'arbitrage. Et deuxième grand point, et après, je laisserai rapport aux autres, c'est tout ce qui va être logistique. Tout ce qui va être logistique, je pense qu'il faut vraiment améliorer. Il y a des équipes, par exemple, l'arrivée du Sénégal. L'arrivée du Sénégal pour la finale, elle a été absolument honteuse. Et ça, c'est tous ces petits Quand éléments-là. tu dis honteuse, c'est quoi? Ils sont arrivés à la gare Ils sans ont donné, sécurité. ils ont donné. Mais Voilà. Ousmane, toi qui suis beaucoup le Sénégal, c'était ce qui était prévu ou pas? Que l'équipe du Sénégal devrait arriver à la gare par les transports, c'est bien ça, non? Exactement, parce qu'au niveau de la réglementation, au niveau de la FIFA, c'est quand une équipe voyage à moins de 2 heures de temps, ils peuvent prendre les transports, soit le bus ou le train, sachant que Tanger-Rabat, c'est 1 heure. Qu'est-ce qui a manqué précisément? sécurité. quand ils sont La arrivés? sécurité, c'est-à-dire accueillir l'équipe, parce que c'est quand même une équipe finaliste qui atterrit à la gare. Les joueurs ont été livrés à eux-mêmes. Ce sont les membres du staff qui sont érigés en sécurité, entre guillemets. D'accord. Et d'ailleurs, il y en a même qui se sont fait voler leur calepin. leurs effets personnels. Donc voilà, même les joueurs, ils avaient un petit peu peur. Et il n'y avait pas que les supporters sénégalais, il y avait beaucoup de monde. Et ils étaient même passibles d'être, je ne sais pas moi, empoisonnés ou un truc comme ça, parce Oula. qu'on ne sait jamais. Non, tu vas loin là. Non, Mais c'est Non, on vrai, ne sait c'est jamais. vrai, Quelqu'un c'est vrai. peut traîner avec une seringue et le mettre à un joueur. Alors, moi, j'irais peut-être pas à la 5, mais même de manière générale, Non, oui, la sécurité. On va, c'est on un va- vrai on va problème. tempérer quand même, Ouais, ça ouais, s'est on pas va passé, tempérer. d'ailleurs, Non, mais- tant mieux. Mais dans tous les cas, toi, tu souhaites quand même qu'au niveau logistique, il y ait un meilleur encadrement. Et c'est ça, donc ça en fait partie, tout ce qui va être l'aspect sécuritaire. Et le deuxième point qui rentre dans le gros point logistique, c'est, tu l'as dit par exemple, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est la compétition là, c'est la Coupe d'Afrique des Nations qui a rapporté le plus d'argent. Mais regarde le prix des places en même temps, Ouais. tu vois. Et Donc ça, pour toi, il moi- faut réduire le prix des places. et ça, c'est un gros problème qui existait aussi en Côte d'Ivoire. C'est, bon là, ils ont utilisé la plateforme Yalla. Pour la Coupe d'Afrique des Nations, tu prenais en Côte d'Ivoire, tu prenais les places directement sur le site de la CAF. Mais ils ont un gros problème avec cette plateforme, avec leur plateforme qu'ils utilisent, je sais pas. Ils mettent que c'est complet. Mais par contre, quand tu arrives au match, tu vois qu'il y a des sièges vides. Et au final, ils ont fait rentrer des supporters gratuitement pour certains matchs au Maroc et pour combler le stade. Et ça, je pense qu'en termes d'image à la télévision et même en termes d'organisation, ça renvoie une image malheureusement d'une organisation médiocre en fait, d'une compétition pas sérieuse, parce que du coup tu vois des stades qui sont pas remplis, tu vois des supporters qui sont là qui disent moi j'ai payé 200 €, puis t'en as d'autres qui rentrent gratuitement. Enfin
Je ne sais pas ce qu'ils font avec leur plateforme de billets, honnêtement, mais c'est... Donc amélioration donc, de la plateforme. De la plateforme et aussi l'acquisition des différents d'un prix qui soit accessible un peu pour tous. Et d'ailleurs, par rapport à cette plateforme-là, excuse-moi, elle a causé beaucoup de problèmes aux journalistes aussi qui devaient s'accréditer. Parce qu'ils étaient obligés tous de passer par la plateforme Yalla. Et pour recevoir leur validation de billets, moi j'en connais des confrères qui sont allés jusqu'à l'aéroport, ils n'ont pas pu embarquer, ils ont dû retourner chez eux, perdre leur billet, acheter un autre billet parce qu'ils n'ont pas reçu à temps leur visa. Toujours dans les axes d'amélioration. Oui, je voulais juste revenir sur le prix des billets, parce que le problème, c'est aussi la revente. On sait qu'il y a des gens qui se font beaucoup d'argent sur les billets, et là, vraiment, pour la finale de la CAN, c'est monté jusqu'à 1 000 €, quasiment minimum, pour avoir un billet en revente. Or, il y avait des places qui avaient été mises à 40 € au début. Et en fait, c'est aussi comment est-ce que ça existe dans toutes les compétitions. Et ce que j'allais dire, exactement. C'est pas un problème qui est inhérent au foot africain. Ça existe dans toutes les compétitions. Et en fait, le problème, c'est combien de places on peut prendre à partir d'un même compte, etc. Et comment est-ce qu'on peut contrôler, entre guillemets, la revente des billets. C'est difficile à mettre en place. Mais dans tous les cas, c'est pas un problème qui est inhérent au foot africain. En finale de Ligue des Champions, moi je me rappelle, je voyais des places à 1 500 € ici au stade de France. Mais du coup, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, comme le dit Alex, le stade de la finale n'était pas plein. Il y avait quand même 3-4 000 places qui étaient encore disponibles et qui n'avaient pas été remplies. Donc là-dessus, je pense qu'on ne va pas trouver de solution parce que même dans les championnats, c'est très bien que si tu veux. Comment est-ce qu'on peut faire ça, solutionner le problème de billetterie, franchement, parce que ça existe dans toutes les grandes compétitions. Mais déjà, il y a deux problèmes dans ce même aspect de billetterie. Il y a déjà le prix des billets au départ, déjà, dans les différentes catégories. Il se trouve que pour cette CAN au Maroc, il était particulièrement élevé au départ. Et deuxièmement, il y a cet aspect de piraterie et de gens qui revendent les billets. Pour moi, si tu mets les moyens, j'ai pas de solution. Je sais pas, moi, je travaille pas au ministère de. Mais tu peux être un génie. Mais jamais. J'aurais aimé être un génie, mais malheureusement, non. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, si tu mets les moyens dans quelque chose, tu trouveras forcément des solutions. À chaque problème, une solution. Et même, par exemple, parce que les vendeurs à la sauvette de billets à la revente, ils traînent autour des stades. Ils sont dans les villes, dans les stades. Tu vas pas mettre un policier derrière chaque vendeur. Mais Malik, tu mets des vrais services de sécurité chargés de prendre les gens à la revente. T'inquiète pas que ça changera. Moi, je sais pas. Ça, c'est même pas résolu. Sinon, on le voit souvent à chaque week-end quand on va aller couvrir des matchs. Ça, comme il a dit, c'est un problème partout. Mais là, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, il faut une amélioration au niveau de la billetterie. Mais après. Qu'est-ce qu'il faut faire précisément pour qu'il y ait il n'y a aucun sport qui est possible au niveau de la billetterie. Il faut que les fédérations... Donc baisser les tarifs déjà, toi tu as dit. Baisser les tarifs et donc mieux organiser l'achat des billets. Il faut que les fédérations de chaque pays fassent des sortes de packs ou des propositions aux supporters. Mais c'est ce qui a été fait. Hein. Mais oui, mais des meilleures propositions parce qu'au final, elles arrivent. Il y a très peu d'équipes qui viennent en nombre, à part donc les grandes nations. Mais les petites nations, elles ne viennent pas beaucoup en nombre. Et au niveau de l'arbitrage, Alex l'a évoqué, et vous, à votre niveau, côté arbitrage, vous souhaitiez... Moi, je pense que c'est beaucoup les conflits d'intérêts. On en parlait, il y a beaucoup la personnalité de Fouzi Lekja qui a posé problème, parce qu'il est à la fois responsable de l'arbitrage auprès de la CAF, numéro 2 de la CAF, numéro 2 de la FIFA, et que même s'il ne se passe rien, il va forcément être critiqué. Donc moins de conflits d'intérêts, plus de partage des postes de responsabilité. Je pense que même pour la sérénité globale de la compétition, ce serait quelque chose qui serait vertueux. Et dernière chose, pour répondre à ta question, donc là j'ai évoqué l'arbitrage, tout ce qui va être logistique, sécurité, billetterie, etc. Pour moi la dernière chose, c'est l'aspect global, surtout sur les réseaux. Bon là c'est difficilement mesurable et difficilement contrable, mais tout cet aspect de division et d'opposition qu'il y a eu avant, après... On sort du cadre du sport pour Là, ça devient vraiment n'importe quoi. Ça devient vraiment n'importe quoi. Il y a eu des... Mais Stéphane l'a évoqué avec le... Il l'a évoqué, exactement. Oui. Mais là, c'est sur une journaliste. Mais moi, je parle aussi entre communautés. Pour moi, ça dessert le foot africain, le football en général d'ailleurs, l'image du foot en général. Et ça, c'est difficilement contrable et quantifiable. Mais il faut absolument y remédier. C'est pour ça il faut que les gens se calment. Enfin, le foot, c'est un jeu, quoi. Il faut quand même se calmer, c'est un sport. Et toi, le premier? Ah, absolument. On va dire à nos téléspectateurs. Oh, lui, c'est un Barcelonais. Alex, c'est un mauvais perdant. Alex, c'est mauvais perdant. Quand Barcelone perd, tu lui envoies un message, il ne te répond pas. J'avais un vrai dernier point sur l'organisation en elle-même. Il faudrait aussi que la CAF commence à vraiment défendre les intérêts du foot africain. Parce que là, on a vu que les sélections avaient reçu leurs joueurs en retard, que les clubs, du coup, avaient été permis de les libérer plus tard. Là, pour moi, le fait que
la CAN se joue tous les 4 ans, c'est plus pour arranger le foot européen que vraiment. On va en parler pour, dans le débat qui Mais arrive. je commence, je te fais la passe. passe D, Malik. Et du coup, pour moi, il faudrait aussi, voilà. Donc, comme je te le disais, que là, on voit que cette décision, pour moi, elle est plus pour arranger le foot européen que pour vraiment le développement du foot africain. Et pour moi, il faudrait que la CAF ait vraiment plus à cœur les intérêts du football africain pour qu'on arrive sur quelque chose de vertueux. Merci les amis. À présent, tu l'évoquais, la CAN tous les 4 ans, la CAN tous les 2 ans. Ça se passe dans Face au débat. Face au débat, les amis, si vous vous souvenez, c'est seulement à 24 heures avant l'ouverture de la CAN que le 20 décembre 2025 à Rabat, le président Motsepe a surpris tout le football africain en annonçant que la Coupe d'Afrique des Nations se jouerait désormais tous les 4 ans à partir donc de 2028. Cette réforme majeure, révélée à la veille d'un coup d'envoi de l'édition 2025, rompt avec près de 7 décennies de tradition bien ancrée sur le continent. Critique acerbe, accusation de manque de consultation et soupçons d'influence externe ont immédiatement embrasé les débats parmi les acteurs, les fédérations et même les supporters. La CAN tous les 4 ans, progrès crucial ou recul pour le football africain, le débat est ouvert les amis. Est-ce que vous pensez qu'une CAN tous les 4 ans va permettre aux pays organisateurs, aux sélections africaines de mieux travailler, de mieux s'organiser, d'avoir des joueurs qui vont se libérer en temps et en heure de sorte à ce qu'on ait un calendrier mondial, on va dire plus ou moins homogène, de sorte à ne pas avoir des frustrations des clubs, des joueurs, des sélections. Qu'est-ce que vous en pensez? La CAN tous les 4 ans, tous les 2 ans. Vous avez 4 heures. Alors, j'aimerais quand même dire une chose, j'aimerais faire un mea culpa, mon cher Malik. Il y a quelques semaines, tu m'avais posé à moi cette question-là et j'avais répondu en tant que supporter et amoureux du football qu'une CAN tous les 4 ans, pour susciter la rareté de remporter ce trophée, c'était une bonne idée. J'aimerais faire un mea culpa parce qu'en réalité, c'est tout le contraire qui se passe. Parce que faire une CAN tous les 2 ans, oui, ça arrive, il faut le dire quand on se trompe. Et je le dis, c'est pour ça que je tiens à m'excuser quand même. Une CAN qui se dispute tous les 2 ans, ce n'est pas que du sport. C'est aussi, comme on dit, la fête de l'Afrique, avec tout ce qu'il y a autour, les peuples qui se déplacent, les entreprises qui fleurissent, qui profitent de cette compétition pour faire de bons chiffres d'affaires. Et encore, il y a tellement de points positifs à avoir une CAN tous les 2 ans, tant sur le plan humain que sur le plan sportif, que la repousser tous les 4 ans, au même titre qu'une Coupe du Monde, au final, c'est un non-sens. C'est un véritable non-sens. Et je tenais à faire ce mea culpa à l'antenne, à ce sujet. Mais surtout que l'argument qui est avancé, c'est la rareté et aussi le fait qu'il y aurait moins de mal, ça allège les calendriers, alors qu'on sait qu'en fait, Infantino veut globaliser la Ligue des Nations, qu'il y aura forcément d'autres compétitions qui vont exister. Et en fait, c'est encore une fois la FIFA qui veut faire plus d'argent, qui cherche à faire plus de bénéfices. Et là, avec une compétition qui aurait lieu l'hiver, on arrête d'embêter les clubs européens, c'est encore une histoire d'argent et ça devient très très fatigant. Pour rebondir sur ce que Lucas vient de dire par rapport à la Ligue des Nations, donc ça veut dire plus de matchs. Donc Tout à fait. Même si on ramène la CAN tous les 4 ans, le volume de matchs ne va pas s'estomper. Et autre chose, moi j'ai vu, il y a une compétition qui permettait de mettre un peu plus en avant les championnats locaux, c'est La CHAN. Chan. Ou le CHAN. Mais apparemment, le CHAN, c'est un vrai gouffre financier, selon les... Non, ils disent que ça rapporte plus que la CAN. Non, le CHAN, non. J'ai vu que ça rapportait plus. Le président Motsepe a dit tout le contraire. J'ai vu tout l'inverse, j'ai vu que ça rapportait Le plus CHAN- que la CAN. le Que CHAN, c'était un c'est- non-sens de le supprimer parce que ça rapportait plus que la CAN. Apparemment, ils en perdent plus, mais c'est pas. En fait, On vérifiera. même s'ils en perdent, mais c'est une compétition qui permet déjà de mettre en valeur nos différents championnats locaux, mais également certains joueurs, parce que la plupart, n'oublions pas qu'il n'y a pas une Coupe d'Afrique U23. Cette Coupe d'Afrique U23, elle n'existe qu'à une année juste avant les Jeux Olympiques, et ce sera 8 équipes, ça sert juste à qualifier des équipes aux Jeux Olympiques. Donc il n'y a pas cette périodicité-là de la Coupe d'Afrique U23. Et la CHAN permet aussi de faire jouer des joueurs qui sont entre l'équipe nationale A et l'équipe nationale U20 de différentes nations. Donc pour moi, déjà supprimer cette CHAN-là et mettre en place une Ligue des Nations, ça ne sert absolument à rien. Peut-être c'est pour, comment dirais-je, homologuer un petit peu le fait d'avoir un calendrier
assez j'ai envie de dire uniforme pour tous les continents, mais pour moi ça sert absolument à rien de ramener la CAN à 4 ans, et surtout que les dernières 2 CAN ont eu beaucoup de hype, et c'est au moment où la CAN a cette hype là qu'on voit tout le monde se préparer pour la CAN qu'on nous dit ouais on va passer à 4 ans, et surtout le pire c'est qu'il va y avoir une CAN en 2027 et en 2028 pour passer à 4 ans, c'est-à-dire qu'après 2028 la prochaine CAN sera en 2032. Alex, ton sentiment là-dessus, recul ou plutôt progrès de passer donc de 2 à 4 ans? Je suis mitigé parce que pour moi, l'argument de la rareté, c'est un vrai argument, qu'on le veuille ou non. C'est un vrai argument parce que, à l'inverse, Wenger voulait faire une Coupe du Monde tous les 2 ans et je pense que personne n'était d'accord pour dire que c'était une bonne idée. Donc Oui, voilà. parce que c'est la compétition suprême. Oui, C'est ultime. oui, non, mais oui, mais regarde, par exemple, l'Euro, c'est tous les 4 ans. Et là, à un moment donné, ils ont fait comment ça s'appelle, la Copa América. Bon, c'était pour fêter le centenaire, c'était 2015 et 2016. Pour moi, c'est un non-sens. Pareil, c'est un non-sens total. Et donc, pour moi, l'argument de la rareté, c'est un vrai argument, mais je pense que, au regard de ce qu'ont avancé surtout Lucas et Ousmane sur le fait de mettre une Ligue des Nations africaines, en fait, pour moi, quand il a annoncé qu'il souhaitait mettre une Ligue des Nations africaines, pour moi, ça a annulé en fait tout argument. Parce que ça veut dire qu'en fait, il veut rajouter des matchs supplémentaires et donc ça n'allégera pas du tout les calendriers. C'est juste pour faire plus d'argent et au final, les problèmes seront les mêmes. Le seul, du coup, argument que je trouverais entre guillemets valable, c'est le fait que si tu organises une compétition tous les 4 ans, ça laisse plus de temps au pays pour organiser des vraies infrastructures, des vrais stades, de bien préparer la compétition. Parce que là, c'est vrai que tous les 2 ans, ça veut dire que tous les 2 ans, tu dois trouver des pays hôtes. Maintenant, ils font des En co-hôtes. vérité, c'est pas tous les 2 ans parce qu'on t'était prévenu en amont. Oui, avant bien sûr. même que la CAN. Bien sûr. 2 ou 3 fois même avant. Ouais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tous les 4 ans, du coup, tu es quand même prévenu encore plus avant. C'est ça que je veux te dire. Mais parce qu'en fait, arrivera un moment donné où les pays qui pourront accueillir la CAN, ça va se restreindre. Parce que ça coûte énormément d'argent. Ça se restreint déjà. Et ça se restreint déjà. Et en ouais. plus, tu vois, là, moi, ce que je crains, ce que je n'espère pas, et ce que je ne pense pas, mais ce que je crains, c'est que, tu vois, là, comme tu l'as dit au début de l'émission, le Maroc, ils ont quand même placé un standing assez haut en termes d'organisation, de qualité plutôt des infrastructures. Ils ont quand même placé assez haut le curseur. Et là, 2027, c'est Kenya, Ouganda, Tanzanie. C'est des pays qui sont en voie de développement, en plein développement. Ils vont organiser une CAN. Et donc, je pense que ça va créer une disparité visuelle entre les deux. Est-ce que ça aussi, ça rejoint pas un peu ce que Lucas disait, revenir à 16 clubs? Ça y participe aussi. Recevoir 16 sélections nationales, c'est pas la même chose que recevoir 24 sélections nationales. C'est possible, mais Est-ce que d'autant ça ne concourt pas aussi à faciliter la tâche aux pays organisateurs c'est pour ça que pour moi, il faut. Pour moi, c'est pas une bonne chose de passer à 16. Je sais pas pourquoi tu me regardes comme ça. Non, mais ça va soulager. Je suis content que Malik trouve un argument pour aller dans mon sens. Ça va soulager quand même les pays On est deux. hôtes. Oui, mais en Parce fait, que 24 sélections, ça fait beaucoup quand même. c'est énorme. Et c'est pour ça que le fait de passer à tous les 4 ans, ça réglerait quand même pas mal de problèmes en vérité. Ça en créerait d'autres, mais ça réglerait d'autres problèmes. Mais on sait que la CAN, c'est quelque chose qui est très présent sur le continent, les amis, ça on ne va pas se mentir. On va dire que c'est une partie quand même de la vitalité de ce continent aussi. Passer donc à tous les 4 ans, franchement, ça va être un gros manque pour les populations. Hein. Sans des Gros manque, même pour les gros sélections, manque, comme je disais tout à pour l'heure. les Parce que sélections. l'euro, c'est pour vrai les que médias, pour les Ouais. commerces, pour tout le monde en vérité. L'euro, c'est tous les 4 ans. Mais il y a l'euro espoir, il y a l'euro U20, l'euro U17. Il y a plein de Oui, mais c'est l'Euro U19. pour ça que moi j'étais contre supprimer le Tchad. Ça, c'est un autre débat. C'est pour ça que le Tchad, pour moi, il fallait complètement le laisser et même développer aussi les compétitions de clubs intercontinentales. Je veux dire, comme la Ligue des champions africaine, par exemple. Mais là, si on parle vraiment du sujet des sélections nationales, je pense que passer à tous les 4 ans,
c'est pas aussi tu vois, scandaleux que ce qu'on veut le faire paraître. Même si je suis le premier à dire et à être pour l'émancipation de l'Europe, de l'Afrique aux yeux de l'Europe et du monde occidental, il n'y a pas de problème. Mais là, si on part purement d'un aspect pragmatique, Je vais vous poser une question pragmatique justement, merci de me passer le mot. Entre la CAN qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire et la CAN qui vient de se terminer au Maroc, est-ce que vous avez le sentiment que la CAN du Maroc est vite arrivée? oui. Non. Pour moi, la pour CAN, moi, non, la CAN c'était est une éternité, moi. exactement. Non, mais Ça m'a semblé le, très le bien. Sénégal a gagné, Ousmane l'a dit. Donc, C'est parce que j'ai souffert aussi avec les Ivoiriens. donc pour toi, Ousmane, cette CAN, elle est arrivée, on va c'est dire, dans le normal. bon timing. Oui, Normalement, Ah ouais. exactement. Et toi Je suis d'accord Lucas, avec Ousmane dans le bon timing aussi. J'ai pas spécialement senti que c'était rapidement. tu t'es pas dit encore la CAN? Ah non, Ah non, frère, encore la CAN. Enfin la CAN. Enfin la CAN. Ouais, Ah oui, enfin moi, la c'est CAN. ça. Ouais, Enfin aussi, la enfin la CAN. CAN. Ah ouais, Et enfin toi, la CAN. au championnat? En plus, il y a eu beaucoup plus de hype autour de cette CAN-là parce que les gens ont pris goût avec ce qui s'était passé à la Côte d'Ivoire. Donc là, CAN les gens vont exceptionnelle. encore prendre goût pour ce qui va se passer en 2027. Mais si on nous coupe dans cet élan-là en 2028, La hype elle va redescendre. Non, c'est faux. Ben, on verra bien hein, si justement l'engouement va redescendre, comme dit notre ami Stéphane. Les amis, on va basculer dans nos pronostics hein, cette fois-ci. On va partir pour la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est chaque année. Pourtant, ça ne nous lasse pas. Hein. C'est le On est football de des- club, c'est C'est le football de différent. club, c'est Rien pas à voir. Ah, moi, je sais pas, C'est le mais pain bon. quotidien, comme on dit. Jingle. On va faire nos paris, les amis, hein, sur 2 matchs. Paris Saint-Germain, Newcastle. Je veux vos pronostics secs. Alex, PSG, Malik, Newcastle. je suis désolé, je sais que tu vas m'en vouloir. Mais est-ce que je peux juste faire une digression par rapport à ce qu'on a dit avant? J'ai oublié un point très important. Retiens-le, on fait le pari et Ok, derrière tu Pas enchaînes. de souci. N'oublie pas surtout. PSG Newcastle, écoute, sec, tu m'as dit? Ouais. PSG, Newcastle. On est en Ligue des Champions là, on a fini avec la 4. Ah oui, là c'est fini. faut pas trop réfléchir. Hein. Ah ouais, là Non, mais c'est tu sec, réfléchis hein, c'est trop. direct. hein. Il y a rien à gagner là, c'est bon. 2-1 pour Paris. 2-1 pour Paris. Ouais, j'ai le même score. Tom. Même score aussi? Toi tu travailles pas beaucoup. Hein. Non, tu veux vraiment que je t'explique pourquoi? Il n'y a pas beaucoup de temps hein, pour terminer l'émission. Non, allez, Ousmane. 3-1 pour le PSG. Ouais. 3-1 pour le PSG. Ah non, mais arrêtez là. Non, mais vous avez bossé dans mon dos là, c'est pas possible. Là. Il y a un truc qui s'est passé là, c'est pas possible. Bruges, Marseille. Ah, ça c'est un beau match ça par contre. 3-0 Bruges. Oh là 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 là. Sans pitié. Ah ouais, Oh sans là pitié. là. hein, pour Marseille. Mais t'es dur quand même. Je serais favorable. Non, moi franchement je vais tempérer, je dirais un partout entre Un partout. PSG et 2-2. 2-2. Toi, 1-0 pour Marseille. 1-0 pour Marseille. Ah, victoire de Marseille, bien sûr. Victoire de Marseille, bien sûr. Sans aucun doute. Sans aucun doute pour toi. Merci beaucoup les amis. Je t'ai pas oublié Alex. Merci. Tu voulais faire une digression? Oui, juste par rapport à ce qu'il fallait améliorer, c'est quelque chose qu'on a parlé en off pendant les vacances, c'est la qualité de la réalisation. Parce que la qualité de la réalisation des matchs à Réalisation la télévision, TV, hein. oui, réalisation TV, elle était vraiment mauvaise. Ah, mais vraiment mauvaise pour le coup. Je sais pas qui gérait ça, mais c'était vraiment... C'est la honteux. CAF. Hein. Bah voilà, c'est la CAF, tu vois. Mais moi j'ai trouvé ça horrible à voir. Mais qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui a manqué? Bah, c'est par exemple, il y a une action, et il monte un ralenti, mais c'est pas en fait, il monte un gros plan, alors qu'en fait, parce que tu sais, il y a une question de hiérarchie. Par exemple, s'il y a une action, après tu montres l'action en gros plan, et puis ensuite une action en plan réduit. Alors que là, il montrait directement en temps réduit, ce qui fait que tu n'avais aucune situation du temps et de l'espace, pardon, aucune situation de l'espace. Et j'ai trouvé ça, c'était ça quasiment à chaque match. Moi, j'ai trouvé ça ultra Et la désagréable. CAF a communiqué en nous disant que la réalisation a été faite justement sur les standards occidentaux des grands championnats notamment. Bah, après, c'est pas les seuls. Hein. En Espagne, c'est catastrophique aussi. Mais là, En tout cas, pour toi, c'est quelque chose qu'il va falloir améliorer également. Oui, Stéphane, rapidement. Oui, très rapidement, est-ce que je peux faire un mot de la fin, histoire d'apaiser les tensions Vas-y, quand même pour vas-y. cette canne qui Non, était... il n'y a pas de tension sur le plateau. Il n'y a ici. aucune tension sur le plateau, justement. Et puis dire aussi, Justement. pardon, avant que je l'oublie, Ousmane, hein, tu me corriges, c'est demain qu'on saura justement les éventuelles sanctions qu'auront Mardi, oui. l'équipe du Sénégal et aussi peut-être l'équipe du Maroc, hein, avec les serviettes et tout ce qui s'en est suivi Et- lors de cette finale. Et d'ailleurs, Demain mardi. Oui, et d'ailleurs, en parlant de géopolitique, il y a une rencontre qui se déroule actuellement à Rabat entre le Sénégal et le Maroc.
pour montrer encore que voilà, il y a eu même 17 partenariats qui ont été signés entre les entreprises. Il y a le Premier ministre du Sénégal qui s'est déplacé au Maroc, il y a des concerts et tout, donc pour montrer qu'il y a toujours cette relation de fraternité entre les deux pays. Et vive la paix. Voilà, bah, c'était le sens de mon mot de la fin que j'ai carrément écrit pour faire quelque chose de vraiment beau. Bon, vas-y, je te laisse lire, tu as travaillé. Ah oui, oui. Tu as 30 secondes. La CAN est une fête du football en Afrique, mais aussi la fête de toute l'Afrique. Cessons de l'utiliser à des fins identitaires aussi malsaines, entre insultes et soupçons de corruption en tout genre. On ne devrait pas en arriver à ce niveau de haine sur les réseaux sociaux pour du sport et pour du foot. Je souhaite que le continent apaise, retrouve ses esprits. Faites la paix à Dakar et à Rabat, aussi bien en haut lieu politique qu'entre nous, autres fans de foot. Car comme a évoqué Islem Slimani, l'ancien international algérien, ce n'est que du foot. Merci beaucoup Stéphane, belle conclusion. Merci Lucas, merci Ousmane, merci Alex et puis à toi également Stéphane. Romain était à la réalisation, on va remercier toute la direction de Global Africa Télé Sud et on va se donner rendez-vous lundi prochain dans la paix. Peace.